Père Castor, que s'est-il passé à la fin de la guerre, en 1945? Le premier pèlerinage fraternel d'après-guerre a eu lieu dès Pâques 1946. Le voyage vers Lourdes est l'occasion pour les jeunes de faire de la randonnée, de vivre des grands moments de rassemblement, mais aussi des instants de prière solitaire, des partages en petits groupes, des moments de fête. Tout continue comme avant la guerre. Pas tout à fait. La guerre a changé la société et l'Euphrate doit suivre le mouvement. Au fil des années, l'Euphrate va être construit autour d'un thème précis. Et puis, les fondateurs vieillissent. L'abbé Caillet, qui a fondé l'Euphrate en 1908, sera présent à tous les rassemblements jusqu'en 1965. Mais c'est un groupe de prêtres qui va diriger le pèlerinage, en liaison permanente pendant le reste de l'année avec les responsables des diverses aumôneries et écoles de jeunes garçons et de jeunes filles. Il constitue une année sur deux une équipe qui organisera le rassemblement. Et tous les diocèses de l'Île-de-France y participent? Pas encore, mais l'Euphrate s'ouvre de plus en plus. En 1968, ce sont 4 diocèses qui y participent. Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. L'Euphrate devient un lieu possible de rencontre entre Paris et les banlieues et entre les villes de banlieue. Mais surtout, il offre aux jeunes un autre visage de l'Église, car il va leur faire prendre conscience qu'ils sont à part entière membres de l'Église. Leur participation est importante. Mais ces patronages, ils existent toujours en 1968? Très bonne question. Au début des années 70, ce sont les aumôneries qui vont prendre une part prépondérante dans le rassemblement. L'Euphrate devient pour elle un temps fort, un moment qui va souder le groupe qui y participe. Il va faire naître une mémoire chez ceux qui l'ont vécu et créer un signe de reconnaissance chez les jeunes. Avoir fait l'Euphrate, être un frateux, c'est un langage codé pour ceux qui y sont allés. Les jeunes qui s'y retrouvent y apportent l'air du temps, et notamment celui des grandes idées de leur époque. Par exemple, en 1970, les jeunes adapteront un slogan scandé en 68 pour célébrer la fin du Frate. Ce n'est qu'un début, l'Euphrate ça continue, ce n'est pas fini, l'Euphrate c'est pour la vie. Les grandes idées de l'époque, mais l'Euphrate n'est toujours pas mixte. Justement, c'est à ce moment-là que se pose la question de la mixité. Les écoles, collèges et lycées sont mixtes depuis longtemps. Est-il encore nécessaire de séparer le Frate des garçons de celui des filles? De même en ce qui concerne la tranche d'âge, 13-20 ans, elle apparaît inadaptée. Il devient nécessaire de modifier le contenu du Frate sans pour autant oublier le fil conducteur qui lui donne son identité. Faire se retrouver des jeunes d'Île-de-France pour qu'ils vivent entre eux un temps d'église privilégié. Mais les avis sont partagés, les pédagogies aussi. Enfin, il faut trancher. C'est le cardinal Marty, alors archevêque de Paris, qui lance l'impulsion. En 1978, le premier Frate mixte est créé. Pas trop tôt. Et ce n'est pas tout. On décide également de scinder la tranche d'âge en deux. Les années impaires, les 13-15 ans se rendront à Jambeville, la propriété des scouts de France, et les années paires, les 16-18 ans, continueront de descendre à Lourdes. Alors, en quelle année eut lieu le premier Frate de Janville? En 1979 et en 1980, les 8 diocèses se rassemblent pour la première fois à Lourdes. Et ensuite? Ensuite, soyez patients, on verra ça demain.